Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. On se retrouve pour enchaîner avec un Vie ma vie sur le tremplin de l'alternance. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce qu'à l'étage, il y a aussi un atelier avec Volti pour créer ton avenir digital. Si ça vous intéresse, ça va démarrer. Et nous, on va enchaîner de coup avec un Vie ma vie. Alors, le principe du Vie ma vie, c'est qu'on va avoir une succession d'intervenants et d'intervenantes qui vont venir nous partager leur parcours, leur expérience et leur expertise sur ce sujet de l'alternance. Alors, je me présente, je suis Audrey Pépin, je travaille à la Mêlée, je suis chef de projet communication et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, j'invite à me rejoindre mon premier intervenant, qui est Jérôme Pinceau, délégué régional de l'OPCO Atlas. Bonjour Jérôme. Alors, du coup, ton rôle, c'est de favoriser le développement de l'alternance dans les entreprises numériques de la région et de financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être nous dire 2 mots sur tes missions ? Oui, donc l'OPCO Atlas est l'organisme qui est chargé par l'État d'accompagner les entreprises, entre autres du secteur numérique, du conseil. Moi, je suis responsable de la région Occitanie, donc on accompagne à peu près 5000 entreprises qui sont dans le secteur numérique, ingénierie, conseil, sur tous leurs projets formation, alternance, apprentissage, et de financer ces contrats. Donc on gère l'intégralité des dossiers qui passent obligatoirement par nos services. Et est-ce que du coup, tu as quelques données chiffrées à nous donner un peu sur l'alternance en Occitanie, la situation Alors, le secteur du numérique se porte très bien. Les recrutements d'alternance l'année dernière, c'est 4500 contrats qui ont été signés en alternance, donc contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Alors, 9 contrats sur 10 sont des contrats d'apprentissage, qui véritablement est le contrat principal au niveau de l'alternance. C'est 50% d'augmentation par rapport à 2020. Donc, c'est une augmentation fulgurante. Et au niveau des diplômes préparés, quand on parle d'apprentissage, on a souvent l'image de préparer un CAP, un bac pro. Sur les entreprises de numérique, 50% des contrats en alternance préparent un diplôme bac plus 5. 25%, ils préparent un bac plus 3. Donc, les 3/4 des contrats préparent des niveaux bac plus 3, bac plus 5, donc des niveaux relativement hauts. Et maintenant, n'importe quel diplôme peut être préparé en alternance. Et du coup, il y a une différence, il y a différents types de contrats d'alternance. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu les particularités ? Alors, le contrat d'apprentissage est finalement, on va dire, le contrat par défaut, qui répond à la plus grande partie des contrats. Le contrat d'apprentissage, il permet à une personne jusqu'à 30 ans d'obtenir donc une formation et un recrutement dans une entreprise, et pour préparer un diplôme qui est officiellement inscrit dans le registre national des diplômes. On a un autre contrat qui s'appelle le contrat de professionnalisation, on le voit, qui représente finalement que 10%, mais il a encore une raison d'être parce que finalement, lorsqu'on a plus de 30 ans, eh bien, on peut malgré tout avoir de l'alternance avec le contrat de professionnalisation, eh bien, qui permet, quel que soit l'âge, finalement, à 30, à 40 ans, eh bien, de pouvoir rentrer en alternance. Donc le contrat de professionnalisation permet finalement pour des personnes qui ne seraient pas éligibles au contrat d'apprentissage, eh bien de pouvoir faire malgré tout de l'alternance. Donc quel que soit l'âge, finalement, tout le monde peut faire de l'alternance. Et ces dernières années, on voit de plus en plus des contrats maintenant sur 2 ans d'alternance. Ça, c'est une demande de la part des entreprises aussi. On sent qu'il y a un besoin. Au niveau des entreprises, lorsqu'on prépare un master, le master, il fait 2 ans. Lorsqu'on prépare une licence pro, elle fait même 3 ans. On peut avoir un contrat de 3 ans en alternance. Donc c'est vrai que on a l'idée de se dire qu'on peut faire 1 année, 2 années, 3 années. On peut même enchaîner les contrats. On peut même changer d'entreprise, préparer un master sur 2 ans, être la première année dans une entreprise et la deuxième année changer d'entreprise. Donc c'est assez flexible. C'est ça l'intérêt aussi de ce contrat-là. C'est qu'on n'est pas obligatoirement obligé de continuer sa formation dans la même entreprise et en plus on peut enchaîner les contrats. Donc démarrer une licence, continuer sur un master, changer d'entreprise en cours de route, c'est tout à fait possible. Et ça, du coup, c'est aussi le rôle d'Atlas que d'accompagner à la fois les entreprises et les étudiants. Exactement. Alors, beaucoup plus les entreprises parce qu'on le voit, au niveau des jeunes, on n'a pas forcément d'informations sur l'alternance, mais il faut se dire que les entreprises elles-mêmes, elles n'ont pas tout le temps la compréhension de qu'est-ce que c'est un contrat, comment ça fonctionne, comment c'est financé. L'année dernière,
Je parlais de 4500 contrats qui ont été signés. Il y a 5000 entreprises qui sont dans le secteur du numérique, de l'ingénierie, du conseil sur la région. 40% de ces entreprises ont recruté au moins un alternant. Donc c'est énorme. 4 entreprises sur 10 ont au moins recruté un alternant l'année dernière sur la région. Donc c'est-à-dire que si vous postulez auprès d'une entreprise, eh bien vous avez 40% de chances qu'elle connaisse déjà l'alternance et qu'elle ait déjà pris un alternant l'année dernière. Donc c'est un chiffre qui est vraiment très haut et beaucoup plus haut que beaucoup de secteurs professionnels. Et est-ce que tu vois des types de postes où il y a beaucoup d'offres et malheureusement encore trop peu de candidats, où les entreprises peinent un peu à trouver des candidats? Alors finalement, dans quasiment tous les secteurs, en particulier lorsqu'on est dans le cœur de cible numérique, c'est particulièrement compliqué. Il y a beaucoup de recherches. On a des recherches également sur des fonctions plus transversales qui vont toucher les ressources humaines, des fonctions dans la communication. Il y a moins de difficultés, mais dans le cœur de cible vraiment de la fonction numérique, qu'on soit sur des métiers de développeurs, sur des métiers qui vont toucher finalement à l'ensemble de l'écosystème numérique, clairement, il y a énormément d'offres et finalement moins de candidats que ce qu'on a d'offres. Comme je l'ai dit, 50% de progression de contrat entre 2020 et 2021. Donc il y a une telle augmentation que finalement, c'est compliqué de trouver des jeunes, des candidats, surtout qu'on recrute sur des niveaux Bac+3, quand on prépare des Bac+5, comme je l'ai dit, un contrat sur 2, c'est préparer un Bac+5. Donc ça veut dire qu'il faut que le candidat il ait déjà un Bac+3 obtenu. Donc ça veut dire qu'il faut déjà un certain niveau de qualification pour entrer sur ces contrats-là. Et oui. Et du coup, tu l'as un peu dit, mais pour toi, c'est quoi les gros avantages de l'alternance, notamment du côté des entreprises ? Quand on parle d'un contrat dans le supérieur, une formation dans le supérieur, le coût de la formation, c'est 8 à 10 000 euros par an. Ça, c'est le coût d'une formation. On n'a pas forcément l'identification de ce coût-là. En alternance, le coût est entièrement financé. C'est ni le jeune qui paye, ni l'entreprise. C'est notre organisme qui finançons ce contrat-là. Donc déjà, il faut imaginer que le coût de la formation, qui n'est pas neutre, il est pris en charge pour l'entreprise. Autre élément, depuis 2 ans maintenant et jusqu'à fin juin, il y a des primes au niveau des entreprises qui sont très avantageuses. Par exemple, pour recruter une personne de 18 ans, eh bien, l'entreprise va avoir une aide de 8 000 euros. Donc pour tout contrat qui est signé jusqu'au 30 juin, l'entreprise, elle a une prime qui est versée, ce n'est pas le jeune qui le touche, je sais bien, c'est l'entreprise. Mais cela dit, ça permet de financer une partie de la rémunération parce que, avantage pour le jeune évidemment, le contrat, il a un salaire. Alors un salaire qui est souvent en dessous des salaires des personnes qualifiées, mais ce qui est normal parce que la personne, elle est absente. Elle est présente sur entre 50 et 75% du temps dans l'entreprise. Le reste du temps, elle est en formation. Donc finalement, l'entreprise, elle rémunère la personne comme un temps partiel parce qu'elle n'est pas présente à temps complet dans l'entreprise. Donc c'est logique, on ne demande pas à l'entreprise de financer et de payer le salaire de manière équivalente à une personne qui est présente à 100%. Donc le salaire est un peu moindre, mais en contrepartie, on a une personne qui est en formation et pour le jeune, c'est mettre en pratique tout de suite en entreprise les acquis de la formation. Parce que, on le sait bien, on voit des éléments en formation, les mettre en pratique le plus rapidement possible, c'est souvent plus efficace en termes d'intégration. 8 contrats sur 10 en alternance finissent en CDI dans l'entreprise. Donc il y a une intégration extrêmement forte. C'est plus de 80%. Donc c'est évidemment également un élément qui est très important à connaître. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner peut-être pour les étudiants là, qui vont se lancer dans la recherche d'une alternance pour l'année prochaine ? Voilà, des pistes, des secteurs, de types d'entreprises ou des ressources à consulter? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise recrute en alternance. L'année dernière, la moitié des contrats, c'est des petites entreprises, des moins de 11 salariés. Donc l'autre moitié, c'est des entreprises de plus grande taille. Donc finalement, il n'y a pas de distinction de taille, petite ou grosse, elles recrutent toutes. Au niveau de l'Occitanie, on a une part très importante sur le bassin toulousain en termes de recrutement, une autre part sur Montpellier. Donc, une fois qu'on a enlevé Toulouse et Montpellier, on a 80% des recrutements de la région Occitanie. C'est vrai que si on est sur d'autres zones géographiques, c'est plus compliqué. La région de Toulouse, c'est à peu près 60% de l'emploi, en général dans le numérique, et sur l'alternance également. Donc finalement, tout type d'entreprise recrute. Cela dit, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'une entreprise recrute en alternance qu'elle a moins d'exigences. Comme je le dis,
8 contrats sur 10 en alternance sont recrutés derrière par des CDI. Donc lorsqu'une entreprise recrute un alternant, elle se projette tout de suite sur la suite. Donc il ne faut pas pour autant se dire que l'entreprise elle va un peu moins me rémunérer pendant peut-être 2 ans, elle va toucher les primes, donc je vais être recruté plus facilement. L'entreprise recrute un alternant comme tout salarié. Donc elle a le même niveau d'exigence. Donc il ne faut surtout pas imaginer que l'entreprise pour autant va être plus légère, on va dire, en termes de recrutement. Elle a le même niveau d'exigence parce qu'elle se projette déjà à 2-3 ans. Donc il faut bien avoir ça en tête. Mais par contre, c'est une voie d'intégration qui est très forte. Oui, de toute façon, les alternants sont vraiment considérés comme des professionnels à part entière et c'est vraiment la valeur ajoutée de ce profil-là. Merci beaucoup Jérôme pour d'avoir posé le cadre de l'alternance dans la région Occitanie. Et on va tout de suite enchaîner avec notre second intervenant, c'est Rémi Lafont, chargé de recrutement chez Lyra Network, qui me rejoint et qui est un ancien alternant, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue Rémi. Merci. Est-ce que du coup, pour commencer, tu peux un petit peu te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, du coup, comment tu es passé de l'alternance à finalement chef de recrutement? Bonjour tout le monde, effectivement, je m'appelle Rémi Lafont, donc chargé de recrutement pour Lyra Network, qui est une société qui édite et développe des logiciels de paiement, donc, qui est située à la Beige. Et donc dans mon quotidien, je suis amené à recruter des alternants. Et j'ai été moi-même alternant par le passé. Donc au niveau de mon parcours, donc moi j'ai commencé par un DUT technique de commercialisation, donc qui avait vocation à me professionnaliser pour ensuite soit continuer sur des études, soit m'insérer directement sur le marché du travail. À l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire exactement, donc j'ai allé à tâtons. J'avais pas eu l'opportunité de faire de l'alternance à l'époque. C'était un regret pour moi parce que j'avais vraiment envie de me professionnaliser. Et cette professionnalisation à travers l'alternance a pu venir plus tard avec l'alternance du coup en Master 1, donc là où je me suis orienté plutôt sur des ressources humaines. Enfin à partir du Master 2, pardon, j'ai dit Master 1, mais en Master 1 j'ai fait un stage, donc j'ai vraiment attendu la fin de mon parcours avant de pouvoir faire une alternance. Et ça a été très bénéfique pour de nombreuses raisons. La première, c'est que on peut mettre en pratique déjà ce qu'on voit en théorie et on peut faire vraiment ce comparatif et se constater qu'il y a cet écart-là qui existe entre ce qu'on imagine faire et ce qu'on fait réellement sur le terrain. Le fait que ce soit aussi qu'il y ait une continuité en fait, sur une année entière, à la différence d'un stage qui peut aller jusqu'à 6 mois maximum. Avec l'alternance, on s'inscrit vraiment dans quand même une certaine durée. Alors c'est vrai que moi je recommande notamment à ceux qui ont l'opportunité de poursuivre davantage au-delà d'un an, d'aller sur 2 ans, 3 ans d'alternance, parce que cette continuité-là permet de voir un petit peu le résultat de ses actions. C'est vrai qu'on met un certain temps avant de s'intégrer dans une entreprise, surtout quand on est jeune. Il y a beaucoup de choses à assimiler en dehors du simple poste en lui-même et des missions qui sont confiées. C'est tout un contexte, tout un environnement. Et donc c'est vrai que l'alternance permet déjà ça, de voir une continuité sur ses actions, d'en voir les résultats et pouvoir avoir une prise de recul par rapport à ça. Et du coup, au niveau de tes missions, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en alternance ? Alors en alternance, donc c'était principalement axé sur le recrutement, ce que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, c'était mission réussie aussi du point de vue de l'alternance, dans le sens où ça a confirmé ma vocation, le métier que je fais aujourd'hui. Donc j'étais amené à faire du recrutement sur des alternants et des CDI. Alors non, peu d'alternance en réalité, beaucoup de CDD et de CDI dans le domaine du spatial, de l'aéronautique. Donc un domaine très intéressant dans une grande entreprise. Donc ça c'est un contexte aussi particulier que j'ai quitté ensuite, parce qu'il y avait des intérêts, des limites à cette grande taille d'entreprise dans le métier que j'exerce en tout cas. Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser aussi quand on veut faire un métier, c'est dans quel contexte. Donc il y avait beaucoup de choses passionnantes à travers ce secteur du spatial et de l'aéronautique. En revanche, c'est vrai que sur la continuité des actions, il y avait encore un petit peu ce frein dans le sens où c'est assez cloisonné. Chacun a des missions très précises. Par exemple, j'étais vraiment très axé sur le recrutement et je ne voyais pas forcément la partie intégration des collaborateurs, comment on les fidélise, comment on garde la compétence et comment on la fait évoluer aussi.
Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui est un peu plus à taille humaine. Donc, on est 240 sur la Belge à peu près. Et donc là, on a vraiment beaucoup plus de contact avec le terrain. Et par exemple, dans mon cas, comme je fais du recrutement, ça me permet de voir comment les personnes s'intègrent dans la société, de vérifier que je fais du bon travail. Ça, c'est important. Et voilà, donc je me suis rapproché un petit peu du sens de mon métier. Et l'alternance m'a permis aussi de mettre en évidence du coup ce sens, de s'intéresser un petit peu au fond du métier, à ce qu'on fait au quotidien. Et comme je disais, du coup, pour moi, ça m'a permis de comprendre dans quel contexte il fallait que j'exerce ce métier. Mais d'un autre part, ça a confirmé le métier que je voulais faire. Ouais, disons que l'alternance t'a vraiment permis de savoir ce que tu voulais, ce que tu voulais pas. Tout à fait. Pour l'avenir, quoi. Et du coup, aujourd'hui, donc t'en as un petit peu parlé, mais c'est quoi ton quotidien finalement? C'est quoi ton travail? Alors mon quotidien est assez diversifié, comme je l'ai dit, donc je suis dans une plus petite entreprise, donc ma mission principale c'est de recruter, et là je suis sur des stagiaires, des alternants, mais 90% du temps sur de l'embauche en CDI. Donc à travers le recrutement, les missions, ça va être vraiment d'accompagner le manager opérationnel depuis la définition du besoin jusqu'au pourvoi du poste. Donc en passant par les étapes intermédiaires du sourcing, de publier une annonce, de faire passer les entretiens, en s'assurant du coup qu'à travers ce processus de recrutement, la personne corresponde à ce qu'on recherche, tant du point de vue des compétences, mais aussi des savoir-être, ce qui est finalement la clé. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, ce matin lors de la première table ronde, que l'adaptabilité, par exemple, était une qualité qu'on cherche beaucoup. Je pense que c'est dans toutes les entreprises aujourd'hui. Et après ce processus de recrutement-là, je m'occupe aussi de l'intégration des collaborateurs, de vérifier que tout se passe bien, de les accompagner, de servir de point focal pour les mettre en relation aussi avec d'autres personnes dans l'entreprise, qui va leur permettre du coup de vraiment s'intégrer pleinement à l'IRA. Et ensuite, c'est tout un ensemble de projets connexes au recrutement. Par exemple, le fait d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler notamment de l'IRA, avoir la chance de rencontrer des personnes cet après-midi, de travailler sur nos processus, nos manières de faire, d'accompagner aussi les managers sur la thématique recrutement, puisque entre il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Donc il y a aussi cet aspect d'accompagnement sur des nouvelles pratiques, sur la manière de conduire un entretien de recrutement aussi, puisque ce n'est pas forcément quelque chose de simple à faire, même si en soi, on peut tout à fait s'asseoir, discuter, mais dans le cadre d'un contexte de recrutement, il y a des objectifs, il y a une manière de faire aussi à transmettre du coup. Et justement, du coup, t'as pas des petits tips à partager aux étudiants là, qui vont aller passer des entretiens pour décrocher une alternance? C'est quoi qu'il faut mettre finalement le plus en avant au-delà de son CV? Alors, je pense que Jérôme le disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'alternance aujourd'hui, d'offres d'alternance sur le marché. Finalement, la première chose à vérifier, c'est la cohérence entre ce que va proposer l'entreprise au travers du projet d'alternance et ce que vous recherchez personnellement. Et c'est en mettant vraiment en avant cette cohérence entre ce que vous recherchez et ce que propose l'entreprise que vous allez vraiment vous démarquer, parce que c'est avant tout ce que recherchent les chargés de recrutement aujourd'hui, c'est une bonne adéquation entre le profil, le projet professionnel et personnel du candidat et ce que propose l'entreprise. Et c'est cette cohérence-là qui va permettre d'une part à l'étudiant, au futur alternant, de s'épanouir pleinement dans son alternance, et aussi pour l'entreprise, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un levier avec une vision long terme, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des alternants pour prendre des alternants, hein. C'est vraiment dans une optique d'embauche derrière et de donner de la continuité. Donc c'est de s'intéresser déjà vraiment plus au fond qu'à la forme. Et de vraiment déterminer ce qui fait cette cohérence et de la mettre en avant du coup quand on a le chargé de recrutement en face. Et c'est ça qui va vraiment permettre de trouver une bonne alternance et un bon alternant. Et à l'inverse, est-ce que tu as un exemple d'un truc qu'il faut surtout pas faire ou surtout pas dire à un entretien d'embauche?
En soi, il faut vraiment venir un peu comme on est en entretien, laisser transparaître sa personnalité, laisser transparaître vraiment ses motivations, son projet professionnel. Donc la chose à ne pas faire, je pense, principalement aujourd'hui, c'est d'aller dans un exercice, dans un jeu de rôle, c'est de perdre son authenticité. Je pense que c'est une notion dont on a parlé aussi ce matin, l'authenticité. C'est une attente des futurs employés vis-à-vis de leur employeur, mais c'est aussi, du coup, à l'inverse, une attente des employeurs envers leurs futurs employés ou employés actuels, de garder cette authenticité et voilà, donc ne pas rentrer effectivement dans des jeux de rôle, d'essayer de se cacher, vraiment mettez en avant vos qualités, vos axes d'amélioration, c'est ça qui permet de se dire que vous êtes une personne cohérente et à qui on a envie de faire confiance. Et du coup, si on a des personnes qui sont intéressées plutôt par justement ton métier, la partie RH, etc., c'est quoi les savoir-être indispensables pour du coup faire ton métier ? Il y en a beaucoup, c'est un métier de savoir-être avant tout, je pense. Premièrement, il y a l'écoute, mais l'écoute c'est un peu un mot valise. À travers l'écoute, ce qu'il faut mettre, c'est surtout, je pense, une volonté de comprendre l'autre, de comprendre ses problématiques, pour essayer de présenter des solutions adaptées. Vraiment, le recrutement, on peut le prendre sous plusieurs axes. C'est vrai qu'il y a l'axe simple, il y a un poste à pourvoir, il faut que je trouve un candidat, mais au-delà de ça, il y a une compréhension du contexte à avoir vis-à-vis du manager opérationnel, de le challenger aussi sur qu'est-ce qu'il cherche vraiment. Donc il y a cet aspect de curiosité qui est vraiment important, de s'intéresser à l'autre, au contexte, et c'est cette curiosité derrière aussi qui va permettre de s'intéresser aux candidats qu'on va rencontrer. Le savoir-être principal, je pense, c'est avant tout cette capacité à se renseigner via l'écoute, mais aussi de transmettre d'avoir cette volonté vraiment d'aller vers une compréhension fine de nos différents interlocuteurs, parce qu'il y en a, du coup, ils sont très variés quand on travaille dans les ressources humaines. Et voilà, moi je pense que c'est cet aspect-là, un mélange avec aussi de la bienveillance, d'avoir vraiment l'intention de bien faire les choses, c'est ça qui permet, je pense, de bien exercer le métier. Oui, une bonne adaptabilité aussi au Tout à fait. contexte, au métier, aux personnalités, etc. Est-ce que du coup, pour terminer, tu as un fun fact ou un conseil à partager pour conclure ? Alors les fun facts, j'en ai pas vraiment qui me viennent, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Sinon, un conseil, c'est celui que je donnais pour les futurs alternants. Il va y avoir, je pense, pas mal d'entreprises qui vont venir vous chercher, où vous allez avoir plusieurs offres disponibles. Donc vraiment de s'intéresser au fond, au projet qu'il y a derrière l'alternance. Plutôt vraiment que la forme, donc c'est-à-dire d'aller au-delà des discours, de s'intéresser vraiment à l'entreprise, quels sont ses projets, sa stratégie, vers quoi elle a envie de tendre, parce que, comme on le disait et on le répète encore, l'alternance, c'est pas juste un an, c'est aussi un moyen de se projeter sur du plus long terme. D'où l'intérêt de bien choisir son alternance. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci. Rémi. Oui, vous pouvez applaudir. On passe maintenant à Chris Delmas, qui est étudiant à Digital Campus et en alternance chez Active IMAT. Alors là, pour le coup, on change complètement de type d'entreprise parce que Bonjour. du coup, tu es en start-up, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux du coup te présenter et puis nous expliquer qu'est-ce que tu fais chez Active IMAT ? Donc oui, je m'appelle Chris Delmas. Donc je suis en alternance dans une start-up qui est hébergée au pré-incubateur de la mêlée numérique, donc le starter. Et donc moi chez Activimat, mon titre c'est chargé d'acquisition parce qu'initialement je suis là-bas pour faire de l'acquisition client et augmenter notre base de clients. Voilà, après dans les faits, donc moi je suis en master en alternance et je suis dans un master qui est gestion de projet digital. Donc on voit un peu des stratégies pour faire grossir un business, pour avoir des bases en entrepreneuriat. Et donc voilà, donc dans la réalité, je m'occupe de l'acquisition, mais aussi de certaines stratégies de croissance basées sur le data management. Du coup, tu as fait le choix d'une alternance en start-up. Est-ce que tu peux nous pitcher du coup la start-up pour nous expliquer à tout le monde ce que c'est que Activimat ? Ok, alors Activimat, c'est un assistant digital qui permet à toutes les concessions automobiles et aux revendeurs auto
de simplifier leur processus d'immatriculation. Voilà, globalement, c'est ça. Alors, normalement, pour faire une immatriculation, on passe par le SIV, qui est un service de l'État. Et nous, en fait, on a court-circuité ce circuit pour faire en sorte d'aller plus rapidement et de leur demander moins de travail. Oui, c'est simplifier du coup le processus Voilà. d'immatriculation. Et du coup, au niveau de ton métier, donc c'est quoi ton quotidien? C'est quoi ton environnement de travail? Quelles sont tes tâches? Alors, l'environnement de travail est plutôt sympa. On est dans des bureaux assez grands avec plusieurs startups, donc c'est dynamique. Et donc mon environnement de travail, il est simple. On a une table avec 2 ordinateurs. Donc il y a Stéphane, mon patron, et moi en face. Et voilà, on travaille comme ça, on communique beaucoup. Et globalement, c'est ça. Mes tâches, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de prospection. Donc on utilise plusieurs canaux, que ce soit l'emailing, l'ADS, via les publicités sur Google, Facebook, et parfois du SMS. Et voilà, globalement, c'est ça. Ton objectif, c'est d'aller contacter du coup tous les garages ou Oui, les concessions automobiles et les revendeurs auto, donc les petits garages. Et alors du coup, l'environnement start-up, le fait d'être qu'à 2 finalement sur un projet, j'imagine que c'est challengeant, c'est quelque chose qui te faisait envie ou Oui, c'est très challengeant. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint cette entreprise, c'est que je voulais être dans un projet naissant et voir un peu comment ça se passait, quels étaient les enjeux, et juste comment ça fonctionne, une start-up. Du coup, est-ce que ça te donne envie de lancer ta propre start-up? Oui, tout à fait. Et c'est justement pour ça que j'ai rejoint Activimat. Initialement, moi, j'ai un profil scientifique, donc j'ai une licence en physique appliquée, et je suis venu sur Toulouse pour faire un master en aéronautique. Sauf que je suis descendu pendant la période Covid et j'ai pas trouvé d'entreprise qui pouvait me prendre en alternance justement. Donc comme j'aimais le côté entrepreneuriat, j'ai cherché justement à être alternant dans une start-up. D'accord, donc reconversion dans le numérique, plutôt réussi alors. Ouais, plutôt réussi. Du coup, en quoi l'alternance t'aide au quotidien dans ta formation? Est-ce que tu as vraiment l'impression de mettre en application tout ce que tu apprends à l'école? Oui, tout à fait. À l'école, on apprend, c'est très théorique, voilà. Et en entreprise, ça permet d'appliquer et d'apprendre en réalité comment ça se passe. Parce que voilà, donc dans les études théoriques, on apprend le fonctionnement idéal. Et quand on est en entreprise, on découvre les soucis qui y sont liés et on apprend à les résoudre. Et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, c'est quoi les savoir-être indispensables du coup, à la fois pour ton métier et puis aussi pour être dans un type d'entreprise start-up, puisque c'est pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un grand groupe avec des fiches de poste bien définies. Oui, tout à fait. Donc, il y a un mot qui est souvent revenu, c'est l'adaptabilité. Il faut être vif et comprendre quelles sont les actions principales à faire. Parce que donc voilà, moi, mon métier de base, c'est chargé d'acquisition. Mais parfois, pour que la start-up fonctionne correctement, il faut être sur plusieurs tâches en même temps. Donc voilà, il faut pouvoir être polyvalent et pouvoir s'adapter à plein de situations différentes. Et toi, la polyvalence, c'était quelque chose qui t'intéressait du coup? Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, tu as rencontré des préjugés par rapport à ton métier ou des choses qu'on entend dire sur ce type de métier-là qui refroidissent un peu? Parce que chargé d'acquisition, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que du coup, il y a un peu des on-dit et la réalité du métier est différente? Alors, il n'y avait pas de préjugés. Non, moi, je n'avais pas particulièrement de préjugés, mais on peut penser que quand on est chargé d'acquisition, c'est un travail de robot où juste on envoie des mails en boucle, etc. Mais c'est de la prospection complète, donc par plusieurs canaux, où là, effectivement, c'est de l'email, des messages, mais il y a aussi le côté humain où on rencontre des personnes, on va sur des salons, et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, il y a de l'échange, Voilà. chose qu'on n'imagine pas forcément à l'intitulé du poste. C'est ça. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil ou un fun fact à partager avec l'audience? Alors un fun fact, pas vraiment, mais j'ai un conseil, c'est que pour tous les étudiants qui recherchent une alternance, c'est qu'il faut y aller au culot un petit peu et montrer qu'on est motivé. C'est ça qui donne envie tout simplement. Moi, j'ai été pris, non pas par mon CV, parce que mon CV il correspondait pas en fait à ce que mon patron recherchait, mais j'ai fait des recherches sur la boîte, donc Activimat,
J'ai trouvé le numéro de téléphone du patron, je l'ai appelé plusieurs fois. On a pris rendez-vous à Toulouse, alors que j'étais encore sur Paris à ce moment-là. Et voilà, je lui ai montré que j'étais motivé et ça s'est bien passé. Oui, donc tu as été au culot et ça paye. C'est ça. Eh ben, bravo. Merci Chris. Merci. On enchaîne avec Franck Torres, qui est développeur, donc il va nous expliquer un peu en détail son métier et il est en alternance chez IMSA. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour. Alors Franck, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton métier? Alors, moi je suis Picard à la base, donc très loin d'ici. J'ai décidé de partir dans une école d'ingénieur informatique pour m'orienter dans le dev, pour m'orienter dans tout ce qui va être ingénierie du logiciel. J'ai 24 ans et je suis à la fin de mon cursus, donc Bac+5. Chez IMSA, du coup. Chez IMSA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu IMSA, qu'est-ce que c'est comme entreprise et qu'est-ce que tu y fais? Alors, IMSA, bon, c'est une grosse entreprise qui s'occupe donc du portail de la MSA, de la Mutualité Sociale Agricole et de tout leur patrimoine de logiciels. Donc Mutualité Sociale Agricole, hein, je pense que tout le monde l'a peut-être en tête, c'est 5 millions d'adhérents dans le domaine agricole et autres. Moi, à l'intérieur d'IMSA, j'occupe le poste de développeur dans l'innovation et je travaille sur une application interne pour les services généraux en particulier et qui vient d'évoluer pour aussi atteindre tous les employés d'IMSA. Est-ce que tu as trouvé facilement cette alternance? Alors, bon, on va peut-être sauter directement à la fun fact. Yannick Puget, qui est en haut, il m'a proposé 7 fois de venir en stage. Il est là-bas. 7 fois en stage de venir à IMSA. Mais moi, j'étais déjà engagé auprès d'une société et je lui ai refusé un paquet de fois. Et puis, un mois avant ma prise de position dans mon stage, elle s'est annulée. Donc, je suis revenu vers Yannick. En fait, je suis disponible. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le karma, quoi. Le karma, le chat noir, c'est moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans mon école, donc Intech, basé sur Agen, Nîmes, Pamiers et Montauban, on travaille avec des projets qui sont apportés par des entreprises. Par exemple, on a eu Vurs, l'entreprise Vurs, IMSA, beaucoup d'autres entreprises. Et j'ai commencé à travailler sur ce projet en semestre 5, donc avant de partir en stage. Et c'est pour ça que Yannick Puget voulait me recruter par rapport à ce projet-là. Donc effectivement, il y a beaucoup d'écoles maintenant qui travaillent sur des cas concrets avec des vraies entreprises. Et du coup, c'est un tremplin potentiellement pour décrocher. Donc il faut être un petit peu opportuniste aussi sur ces projets-là et les prendre au sérieux pour ensuite se démarquer. Et comme toi, du coup, se faire remarquer par des entreprises. Totalement. Pour moi, c'est, je pense, la meilleure façon, puisqu'on commence quelque chose dans l'entreprise, on peut la juger, on peut connaître certaines personnes, donc des chefs de projet de cette entreprise, discuter avec eux, se faire des contacts. Et ensuite se propulser, donc soit en l'intégrant, ou des fois ils connaissent d'autres entreprises qui cherchent aussi des personnes. Je sais que ça s'est fait beaucoup des recrutements croisés. On connaît une personne qui connaît une autre personne. Donc oui, pour moi c'est super avantageux. On va revenir un petit peu sur tes missions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton environnement de travail, ton quotidien, une journée type? Ok. Donc comme l'avait expliqué Julie, nous on a des horaires variables. Donc qui commencent de 6h et qui vont jusqu'à 21h. On a aussi du télétravail. Donc, moi, j'ai l'habitude de commencer très tôt le matin, donc à 6h du matin. Je commence, je vais faire des phases de développement, puisque la plupart du temps, j'en ai toujours à faire. Ensuite, je vais profiter pour récupérer les avis de mes utilisatrices, puisque ce sont que des femmes, donc utilisatrices, ça va très bien. Je vais récupérer leur avis, récupérer aussi peut-être des nouvelles fonctionnalités, voir avec eux s'il y a des améliorations à apporter. Je fais du déploiement, ça peut être très variable. Des fois, je fais de la supervision de mon logiciel. Je fais à peu près, on va dire, du début à la fin sur mon application.
Donc une journée type, ça peut être du développement pendant 4-5 heures, ensuite discuter avec les utilisatrices, partager avec mes collègues, puisque je travaille sur une application principale, et je fais aussi de l'intrapreneuriat, donc une mission d'intrapreneuriat au sein d'IMSA, et aussi j'apporte un peu de sang neuf, puisque il y a quand même souvent on a une population de développeurs qui sont assez vieilles, et c'est tout à fait compréhensible de quand on commence à avoir des enfants, on n'a plus cette capacité à faire de la veille technologique. Et donc moi, j'apporte aussi des fois sur leur projet un œil neuf. Donc c'est vraiment de l'échange. Je leur apprends des choses et ils m'apprennent beaucoup de choses. Donc c'est très positif sur ce point-là. Et du coup, c'est rigolo parce que tu dis que tu commences tes journées à 6h du matin. Pour un développeur, le cliché, c'est plutôt on finit à 4h du matin. Est-ce que du coup, il y a d'autres clichés comme ça autour de ton métier ? Oula, je pense qu'il y en a énormément. Les développeurs, alors on en a entendu un paquet, hein, les développeurs enfermés dans leur cave qui ne connaissent rien, les développeurs célibataires un petit peu bizarres, là-dessus il y en a aussi un paquet, que les développeurs vont un peu harceler les filles qui vont venir, puisqu'on en a eu aussi beaucoup, hein. Donc qu'on a ce côté un petit peu bizarre et qu'en fait une femme n'a pas sa place. C'est très masculin, ce qui est totalement faux, puisque nous, on a eu la chance d'avoir eu des filles dans notre promo, et en fait, ils ont adoré. Ils se sont éclatés, puisqu'en fait, on les considérait comme des développeurs, comme des professionnels, et on s'en fiche du sexe, totalement. Mais oui, c'est des préjugés comme ça qui persistent. Oui. Mais alors, par contre, on a vu que ton métier, c'était quand même très vaste. Tu fais beaucoup de choses. Donc ça, c'est super intéressant, la polyvalence. Et au niveau des savoir-être, quels sont les savoir-être indispensables pour faire ton métier ? Alors, je dirais que même le savoir-être, c'est peut-être la chose la plus importante, parce que l'aspect technique est important, bien sûr, mais on va être amené à travailler avec des équipes, à travailler avec des personnes qui ont des caractères totalement différents, avec des utilisateurs qui ont aussi des méconnaissances, donc il y a un gros travail de vulgarisation, il faut en être conscient, il faut aussi bien communiquer, ça c'est dur et ça c'est très différent par rapport aux personnes, des personnes très introverties vont avoir du mal, moi ça n'a pas été mon cas, ça a été assez simple, mais pour moi le savoir-être est aussi important que la technique, puisqu'on s'est fini le développeur qui travaille dans sa cave à plus rien faire. On a trop d'ouverture avec le monde, trop d'ouverture avec des personnes. Et pour moi, en fait, c'est un domaine qui est obligatoire. Oui, vous êtes en constante relation avec toutes les équipes, les métiers, pour répondre à des vrais besoins concrets au sein de l'entreprise. Du coup, tu as dit que tu arrivais à la fin de ton cursus. Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire ? Alors, en principe, je signe mon CDI chez IMSA. Ça, c'est tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alternance, je sais qu'il y a beaucoup de ma promo qui ont des difficultés à l'avoir. Par contre, le CDI, on est sur un champ de guerre. Parce que là, j'en discutais avec eux, on est à 7 offres d'emploi. J'ai tous les jours 2 sollicitations d'entreprises qui sont à Paris, qui sont à Toulouse, qui sont en Angleterre, en Allemagne. Donc, on est harcelé. Donc, l'embarras du choix, il est là. Moi, j'ai une préférence pour IMSA déjà parce qu'il y a ce côté... voilà, je commence à 6h, c'est mon caractère. Je ne suis pas du tout partant pour commencer à 8h, avoir une pause de 2 heures et finir à 18h. Je trouve ça un peu inutile. Donc, déjà, il y a ce confort de vie et le télétravail qui devient obligatoire. Pour moi, c'est inconcevable à l'heure actuelle de signer d'avoir une société totalement hermétique à ça. Pourquoi ? Parce que le coût de la vie, il augmente à fond et on économise énormément de temps en télétravail. Les valeurs en fait, que tu as rencontrées chez IMSA correspondent totalement à ce que tu veux pour la suite ? Oui, totalement. C'est top, félicitations.
Du coup, pour conclure, pareil, bon, tu as déjà raconté ton fun fact. Si tu en as un deuxième, tu peux le raconter. Mais sinon, si tu as un conseil du coup, à donner dans ce secteur-là ou pour les personnes en recherche d'alternance. Alors, un conseil, c'est de toujours rester en contact avec les sociétés dans lesquelles on a déjà fait des entretiens et qu'on a refusé de venir. Exemple. Là-dessus, ça, c'est un très très bon conseil. En développement, puisque c'est à peu près le domaine que je maîtrise le plus, c'est de postuler même à des offres d'emploi où on a une liste de courses. J'entends par là que des fois, on a des offres de recrutement où on a 45 compétences. J'en connais énormément d'exemples qui ont postulé à des offres où ils avaient peut-être 10% des compétences, mais en fait, ils ont eu le côté humain. Il faut aller chercher ça, pour moi. Il faut vraiment aller chercher, comme le dit si bien Julie, le potentiel. On essaye, en tout cas de mes connaissances, quand on fait des offres, quand on fait des entretiens, merci, d'aller chercher l'humain. On essaye d'aller chercher plus loin que le protocole là-dessus. Et moi, je conseille vivement de le faire. C'est d'aller chercher, de rester soi-même, puisque si l'entreprise ne vous veut pas, c'est que ce n'était pas l'entreprise qu'il vous fallait. Donc vraiment de rester vous-même et de constamment apprendre. Ça, c'est difficile dans notre métier, puisque l'informatique, ça court. Ça court, donc il faut toujours apprendre. Ça, c'est un grand conseil. Il faut toujours être en alerte et apprendre tout au long de la vie. Merci Franck, c'était le mot de la fin de ce Vie ma vie. Donc merci beaucoup.